Bonjour à tous. Eh bien, je vais vous présenter les résultats de la première phase du projet Polluscope, qui vont donc de la sélection et de la qualification des capteurs jusqu'à leur déploiement au cours de campagnes qui ont impliqué des volontaires. Alors, je vais commencer par vous présenter, par resituer le contexte et vous présenter le projet Polluscope de manière globale. Ensuite, je vous présenterai les phases de sélection et de qualification des capteurs, pour finir par vous détailler la campagne de faisabilité. Alors, le contexte de la qualité de l'air en Île-de-France aujourd'hui, le suivi est assuré par Air Paris, qui possède un dense réseau de stations fixes qui mesurent les polluants réglementaires. Donc ça offre un suivi temporel de grande qualité. Et en utilisant de l'interpolation et des modèles, nous pouvons aboutir à ce genre de cartes ici, donc par exemple pour le NO2. Mais pour aboutir à la mesure de l'exposition individuelle, ça présente tout de même certaines limites. Premièrement, ces cartes sont basées sur des mesures extérieures uniquement, alors que nous passons le plus clair de notre temps à l'intérieur. Et il y a forcément de l'interpolation qui est utilisée, donc ça amène à certaines erreurs. Et il y a on voit ici sur cette carte un très fort gradient spatial. Donc pour l'instant, l'exposition individuelle n'est pas précisément connue en Île-de-France. Alors une solution ou une partie de la solution, ça pourrait être l'utilisation de ces mini-capteurs. De par leur taille et leur poids, il est possible de les porter tout au long de la journée. Et leur coût relativement faible permet d'en acheter un nombre important pour pouvoir couvrir une aire assez large. Donc tout ça dans le but de s'approcher le plus possible de l'exposition individuelle. Ces capteurs ont tout de même des inconvénients. Bien sûr, ils ne sont pas aussi fiables que les instruments de référence et ils peuvent souffrir de certaines interférences, soit avec d'autres polluants, soit avec l'humidité. D'où le besoin de les qualifier de manière la plus robuste possible. Alors le projet Polluscope, c'est un projet ANR. Son principal objectif, c'est de mettre au point cet observatoire participatif de la qualité de l'air. Cela va passer par la conduite de campagnes qui vont impliquer environ 80 volontaires qui vont porter les capteurs pendant une semaine, toute la journée. Il y aura 2 campagnes par an sur 2 saisons et la première aura lieu donc dès cet hiver. Alors les résultats attendus sont premièrement la mesure de l'exposition individuelle. Le deuxième, ce sera de tenter de faire des liens entre les niveaux de polluants et l'évolution de l'état de santé des volontaires. Et nous allons également tenter de donner de l'information au grand public. Alors c'est un projet pluridisciplinaire. Il y a un premier volet métrologique pour ce qui est de la sélection et de la qualification des capteurs, un volet santé avec des épidémiologues qui prennent part au projet, et un volet informatique avec un outil qui est en train d'être développé au sein du projet. Donc c'est une plateforme de traitement des données. Et pour la suite de mon exposé, je me focaliserai sur le volet métrologique. Et je vais vous présenter tout de suite la première phase du projet, c'est-à-dire la sélection et la qualification des capteurs. Alors, cette phase a débuté au tout début de l'année 2017. Donc, à cette époque, il n'y avait pas autant de résultats qu'aujourd'hui. Par exemple, le challenge d'AirParif n'était pas publié. Donc, juste pour resituer l'état des connaissances à l'époque. Alors, pour commencer, nous avons rédigé un cahier des charges dans lequel nous avons consigné les différentes attentes que nous avions à l'endroit des capteurs. Donc, par exemple, en termes de fiabilité, de poids, de prix, d'autonomie, puisque les capteurs doivent être portés toute la journée, de connectivité également. Alors, en menant une étude bibliographique, nous avons pu faire ressortir une dizaine de capteurs que nous avons pu discuter parmi les centaines existants. Et 8 capteurs ont été testés qui mesurent 7 polluants, les particules, l'ozone, les oxydes d'azote, les COV, le carbone suie et le formaldéhyde. Alors,
Pour avoir un aperçu des tests de la première phase, de la phase de sélection, je vous présente ce schéma. Donc, premièrement, nous avons effectué des tests de mesure statique, c'est-à-dire que nous avons posé les capteurs en mesure fixe à côté d'instruments de référence. Et le deuxième test de cette phase de sélection, c'était des tests en mobilité, c'est-à-dire que 3 personnes pendant une journée ont porté le même lot de capteurs. Et à l'issue de cette première phase de sélection, nous avons retenu 3 capteurs, donc l'AE51, le Canarin et le Carsense, j'y reviendrai plus tard. Alors la première phase le premier test de cette phase de sélection, c'était les mesures statiques, donc qui ont eu lieu à la station du CIRTA pour pouvoir utiliser les instruments de référence qui s'y trouvent. Et ici, on voit sur le premier graphique les résultats d'un capteur de carbone suie en noir et la référence est en gris. Donc, on voit que ce capteur est très juste, très fiable. Il a été retenu pour les phases suivantes, mais les résultats n'étaient pas toujours aussi satisfaisants. Je vous présente ici les résultats de 2 capteurs en vert et en beige de NO2. Et on voit que là, les résultats sont plus moyens, voire médiocres, très inhomogènes, d'où la nécessité d'utiliser un outil plus robuste et objectif. C'est l'outil SET, qui a déjà été évoqué hier dans des présentations. Il a été mis au point par Fishbein et al. Et il produit un indice de performance globale compris entre 0 et 1, qui est la moyenne de 7 paramètres. Alors ici, à titre d'exemple, je vous présente le tableau de ces résultats pour les capteurs qui ont été testés. Et on peut voir dans la dernière colonne que les résultats de l'IPI sont assez variables. Il y a un très bon capteur ici qui présente un IPI à 0,91 et un capteur beaucoup moins bon qui n'a pas été retenu bien sûr à 0,07. Alors cet outil nous permet de qualifier de manière robuste et objective les capteurs pour pouvoir faire une première estimation de leur qualité. Alors ensuite, nous sommes passés à la phase suivante, en test de mobilité, où 3 exemplaires de chaque capteur ont été portés pendant 3 personnes pendant toute une journée, selon un itinéraire qui était préalablement déterminé, de manière à passer par différents environnements, en air intérieur, en air extérieur, avec des transports en commun, bus, métro, etc. Et nous avons également pris soin de rester une courte période de temps à proximité de stations d'air Paris pour avoir tout de même des points de comparaison. Alors, je présente ici des résultats pour des capteurs de NO2. En vert, pour le premier graphique, nous voyons 3 exemplaires du capteur C. Alors, il y a une bonne reproductibilité, c'est-à-dire que les 3 capteurs présentent un bon accord entre eux. Et ils perçoivent également des changements d'environnement. On voit pendant la pause de midi, par exemple, au restaurant, donc en air intérieur, les valeurs de NO2 sont faibles et stables, donc c'était ce qui était attendu. Et place de l'Opéra à Paris, c'est une place où il y a beaucoup de circulation automobile, donc les valeurs sont élevées. C'est également, on peut attendre ce résultat-là. Alors ensuite, le deuxième graphique avec un autre lot de 3 capteurs, les capteurs B, montrent eux une beaucoup moins bonne reproductibilité. Il y a des écarts entre chacun des capteurs et les valeurs paraissent comme lissées au cours du temps, donc ça ne permet pas d'identifier des changements d'environnement. Enfin, les plus petits graphiques montrent les petites périodes du temps où les capteurs ont été à proximité des stations de référence Air-Parif, avec en noir, c'est la station Air-Parif qui est tracée. Alors, ce qu'on peut voir pour les capteurs C en vert, c'est qu'il y a un bon accord, plutôt un bon accord, et la dynamique est également visible. En revanche, pour le capteur B en jaune, la dynamique est beaucoup moins bonne et il y a des écarts importants entre les 3 capteurs. Alors pour conclure sur cette première phase de sélection, nous avons effectué 2 types de tests, les mesures fixes et les mesures en mobilité, ce qui nous a permis de retenir 3 capteurs. L'AE51 pour mesurer le carbone suie, qui a déjà été utilisé dans la littérature. Le Canarin pour les 3 classes de PM, qui lui est un nouveau prototype. Et le Carsense pour mesurer le NO2, qui est également largement utilisé, largement publié. Et donc une fois que nous avons sélectionné ces 3 capteurs, nous les avons qualifiés de manière plus
plus robuste encore. Alors, dans cette phase de qualification, nous avons procédé premièrement à un test de reproductibilité où de nombreux exemplaires de chaque capteur étaient mis en mesure à côté d'un instrument de référence. Ensuite, nous avons soumis les capteurs à des tests en chambre. Et enfin, nous avons effectué la campagne de faisabilité. Alors, je commence par vous présenter les tests de reproductibilité où 15 exemplaires de chaque capteur étaient posés en mesure fixe, donc à côté de l'instrument de référence. Et globalement, ce qui en ressort, c'est qu'il y a une bonne reproductibilité, ou une reproductibilité acceptable en tout cas, entre tous ces exemplaires. Ensuite, pour les tests en chambre contrôlée, le premier test auquel nous avons soumis les capteurs, c'était des variations de NO2. On voit ici les différents paliers, avec la référence en rouge et les deux capteurs en bleu et en vert. Alors, nous avons observé une bonne réactivité des capteurs. Les paliers sont bien marqués. Une justesse moyenne, mais peut-être due à des inhomogénéités dans la chambre. Et une bonne répétabilité pour le dernier palier qui est plus long. Le deuxième test que nous avons conduit dans la chambre, c'était des variations d'humidité avec des paliers à 40 et 80% d'humidité. Ce qu'on peut voir, c'est que le capteur de PM ne montre aucune influence. Il n'y aurait pas d'artefact de l'humidité. En revanche, pour le BC, on voit qu'il y a un artefact qui est tout de même relativement faible, aux alentours de 2 nanogrammes par mètre cube. Donc c'est faible comparé aux valeurs qu'on peut mesurer dans la rue, par exemple. Et pour le capteur de NO2, il y a un artefact qui est un petit peu plus important. On a mesuré jusqu'à 20 ppb. Donc, bien sûr, ces réactions, ces artefacts seront à prendre en compte pour éventuellement les corriger dans les prochaines campagnes. Alors maintenant, je vais vous parler de la campagne de faisabilité. Donc 15 volontaires ont porté les capteurs pendant une semaine. Et ici, je présente les résultats pour l'un des volontaires qui a porté donc chacun des 3 capteurs. Et les environnements ont été identifiés. En vert, un environnement intérieur. En jaune, un environnement intérieur pollué, donc par exemple avec des activités de cuisine. En rouge, ce sont des périodes de transport. Et en gris, en extérieur. Alors, ce qui frappe au premier coup d'œil, c'est la grande majorité du temps qui est passé à l'intérieur et le fait que les valeurs les plus hautes semblent mesurées, enregistrées pendant les trajets. Alors, dans le tableau ici, on peut voir que les valeurs de PM les plus importantes ont été mesurées pendant les environnements intérieurs pollués et que les valeurs les plus importantes de NO2 et de BC ont été enregistrés pendant les trajets, en voiture ici pour cette personne. Alors maintenant, je vais zoomer sur un épisode spécifique où il y avait un fumeur dans la pièce, dans un appartement, avec les fenêtres ouvertes pourtant. Et on peut voir ici sur le premier graphique des valeurs considérables de PM, à plusieurs centaines de microgrammes par mètre cube, c'est en échelle logarithmique. Et il n'y avait pas d'influence sur l'NO2. Donc, ça peut être quelque chose de courant, cette pollution avec des valeurs très importantes au tabac. Et c'est un point sur lequel il faudra être vigilant, bien sûr, pour les prochaines campagnes. Alors, pour conclure, tous ces travaux présentent et proposent une nouvelle méthodologie pour qualifier les capteurs. 3 capteurs ont été sélectionnés et qualifiés. Nous avons procédé à une campagne de faisabilité avec des résultats prometteurs. Un article a été soumis à ce journal donc qui répertorie tous ces résultats. Et pour les futurs travaux, donc les vraies campagnes avec les volontaires seront conduites dès cet hiver. Il y aura 15 volontaires pendant 5 semaines, sur 2 saisons et pendant 2 ans. Donc ça fait un nombre important de données. Il y aura les 3 capteurs, bien sûr, que nous avons sélectionnés, plus des mesures de santé. Donc ici, je vous montre une photo du spiromètre en exemple. Et donc avec la plateforme, c'est l'outil de traitement de données qui est développé par les ingénieurs informatiques. Nous allons pouvoir obtenir par exemple ce genre de carte ici pour avoir les gradients spatiaux des polluants et peut-être pour aller un cran plus loin vers une quantification pour différents environnements. Et bien sûr, les partenaires médecins du projet s'efforceront de quantifier des liens entre les niveaux de polluants et l'évolution des paramètres de santé des volontaires.
Et je vous remercie. Merci bien, Baptiste. Et, on a le temps pour une seule question, si on a une rapide. Voilà, ici. Merci pour ta présentation. J'avais juste une question. Donc, quand tu montres tes réponses de capteurs, alors moi j'ai deux remarques. La première, c'est quand on voit beaucoup de fluctuations sur une famille de capteurs A et moins sur les familles de capteurs B, est-ce que tu es sûr que c'est une meilleure sensibilité ou est-ce que ça ne serait pas juste dû à du bruit de mesure qui pourrait être traité? Et ensuite, la deuxième question, c'est les différences de niveau que tu nous as montré plusieurs fois. Est-ce que vous avez essayé de quantifier ou de corriger ces approches par du réétalonnage de capteurs, soit en laboratoire, soit d'après les données? Alors pour la première question, ça fait référence à donc le bruit ici. Je pense que pour les capteurs verts, on peut avoir plutôt confiance dans les résultats qu'ils donnent, puisque je pense que la période restaurant est parlante. Pour ça, on voit que dès qu'ils rentrent dans le restaurant, il y a une chute des niveaux de NO2 et les niveaux remontent juste après. Donc là, je pense qu'on peut du coup croire que les fluctuations importantes qui ont été mesurées à l'extérieur du raisonnement sont plutôt des vrais... Enfin, ça répond plus à une réalité atmosphérique qu'à du bruit instrumental. C'est comme ça que je l'avais analysé, en tout cas. Et la deuxième question, je n'ai pas bien compris par rapport au laboratoire. Ici? Avant? Oui. Alors pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas du tout utilisé des corrections linéaires ou autres comme il existe dans la littérature. Vu qu'on a qualifié chaque capteur, c'est vrai qu'on a cette information, on pourrait au moins qualifier avec la droite avec la référence, quoi. On ne l'a pas fait pour l'instant, mais ça peut être envisageable pour la suite, notamment par le biais de la plateforme de gestion de données qui est en train d'être mise au point. Et ici, pour les écarts qu'on trouve dans la chambre, je pense qu'il y a une partie de l'écart qui est due à des inhomogénéités. C'est le flux de NO2 qui rentre, qui n'est pas forcément mélangé correctement et de manière homogène dans toute la chambre. Ok, ben, merci pour cette présentation très intéressante. Et donc on a encore une dernière présentation avant la pause.